L'analyse, maintenant, après la phase de planification, il faut, bien entendu, comme on dit toujours, déterminer les écarts. Et là, le contrôle de gestion peut jouer un rôle important, puisque les données recueillies en interne et chez le partenaire vont permettre donc de mesurer les écarts. Ces écarts nous permettent, si vous voulez, d'envisager une certaine amélioration. On a des écarts négatifs, puisqu'il existe 3 types d'écarts. Écart négatif, le partenaire est donc plus performant. Donc il s'agit d'étudier, de faire une étude approfondie. Le partenaire peut servir de référence en adaptant les méthodes analysées. Les écarts peuvent être nuls, donc dans ces cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire, voire positifs. Bon, ça veut dire que le fonctionnement en interne apparaît plus performant que le concurrent. Le benchmarking ne nous sert à rien dans ces cas-là. Donc, on était dans la détermination des phases d'écart. Toujours dans cette phase, les étapes, on est dans l'étape des écarts, dans la phase d'analyse. Là, ensuite, il faut envisager la 5e étape, à savoir projeter les niveaux de performance futurs. Cette étape permet de fixer des objectifs. C'est ça l'idée principale, des facteurs clés, par rapport à des facteurs clés qui sont responsables de la réussite de l'entreprise visée. Donc, objectif par rapport à ces FCS. L'entreprise partenaire sert de référence pour établir donc les niveaux de performance et de mesure. Donc là, l'idée, nous sommes ici dans cette phase donc 2, on fait une analyse des écarts et des niveaux de performance. On est bien d'accord par rapport aux objectifs fixés. Il faut ensuite, après la phase d'analyse, envisager la phase d'intégration. L'intégration passe par la communication des résultats de l'analyse, à savoir l'analyse du concurrent, pourquoi pas, permet donc de convaincre les interlocuteurs de l'intérêt de la démarche. Expliquer la méthode permet d'arriver à une définition d'objectifs permettant l'adhésion des différents interlocuteurs de l'entreprise. Nous sommes ici dans une phase, je répète, de communication des résultats de l'analyse. On va se donner, entre guillemets, un alibi pour arriver à un changement. Cet alibi passe par l'explication de la méthode donc envisagée du concurrent au regard de la performance analysée. Chaque personne mal informée est donc un frein potentiel. C'est pour cela qu'il faut faire cette méthode d'analyse, cette méthode de communication de l'ensemble des travaux réalisés, de l'ensemble des écarts, parce que ce n'est que par l'explication que l'on pourra dépasser les freins au changement, puisque on sait que chaque personne, les parties prenantes de l'entreprise peuvent être un frein au changement. Il faut envisager 3 types de parties prenantes. Le personnel, on est bien d'accord, qui réagira de façon différente selon ses intérêts personnels, les fournisseurs et les clients, à savoir donc le grand public. L'argument fort qu'il faut utiliser, c'est la méthode qui permet aux partenaires de bien fonctionner. Nous sommes ici dans la logique de communication des résultats de l'analyse permettant justement d'éviter une incompréhension des parties prenantes pour pouvoir arriver à réduire l'écart qui existe entre ces différents partenaires et concurrents. Il faut, dans cette 7e étape, toujours dans la notion d'intégration, établir des objectifs fonctionnels. Donc, fonctionnel, ça veut dire qu'il faut rendre opérationnelles les stratégies découlant du benchmarking. Donc, il faut donc définir les objectifs fonctionnels. Ces objectifs sont génériques, globaux, et donc
et non pas limité à un seul poste. Hein, on est bien d'accord, puisque là, vous imaginez le frein au changement. On a par exemple, on va peut-être revoir les emballages par rapport aux concurrents ou l'étiquetage, ce qui permettra de réduire les risques ou le transport. En gros, on va améliorer une fonction de l'entreprise et, si vous voulez, l'objectif fonctionnel n'est pas un objectif qui va nous permettre de viser un poste, mais plutôt un objectif d'amélioration globale du process de fabrication ou de l'organisation. Donc, phase d'intégration, par la communication des écarts, la justification de la prise en compte d'une méthode de travail et par l'établissement d'un objectif fonctionnel qui apparaît être donc générique. Ensuite, il faut passer à la phase de l'action. L'action, c'est en fin de compte développer un plan d'action. Un plan d'action, tout simplement parce qu'on part du début, c'est-à-dire qu'on a fixé des objectifs fonctionnels déterminés. Il faut maintenant effectuer donc un plan d'action, une réalisation de ce plan. On tiendra compte de quoi? Eh bien, de la définition des tâches envisagées, du découpage ensuite de ces tâches, par l'intermédiaire, si vous voulez, de planning, de ressources à allouer ou de responsabilités. Donc, on est ici dans une phase de planification de l'action, une planification normale. Bien entendu, le facteur humain joue un rôle important, le plus important, on va dire, puisque, comme tout changement, il peut apparaître comme un frein. Donc, c'est pour cela qu'il joue un rôle important. Il faut donc nécessairement communiquer pour obtenir l'acceptation. On est plutôt dans cette phase, la phase de communication des résultats de l'analyse. Il faut donc communiquer pour éviter donc ce frein au changement, car le facteur humain est un facteur important dans le benchmarking. Avant-dernière étape, une fois la communication, il faut mettre en œuvre et mesurer donc les progrès réalisés une fois qu'on a déterminé les objectifs. Il existe donc 4 manière de mettre en place une nouvelle orientation stratégique. La voie hiérarchique, l'autorité, on va agir par l'encadrement direct, d'accord. On a ensuite le management de projet, on a un objectif à mettre en place. Vous avez compris que là, ça fait l'objet d'une certaine participation, d'où structure de l'organisation. Un recours ensuite, pourquoi pas, à un pilotage ou un pilote de process, un pilotage par process, par la mise en place donc de responsables, de suivi de la procédure. Et enfin, c'est vrai que ça paraît être aujourd'hui un petit peu, si vous voulez, vieillot, les cercles de qualité, qui est composé de volontaires. Bon, vous avez compris que ça, c'est pas terrible. Bon, il existe donc des méthodes, des manières de mettre en place les objectifs. Je pense que la voie hiérarchique est beaucoup utilisée. Le projet fait preuve, si vous voulez, d'une certaine intelligence organisationnelle. Bon, le cercle de qualité, c'est le moindre mal, on va dire. Une fois la mise en place réalisée, il faut bien entendu mesurer les performances, le suivi. Il faut, une fois que l'idée c'est mesurer les performances, vous avez compris que là, le contrôle de gestion joue un rôle important et le suivi doit se faire par des indicateurs permettant d'évaluer ce progrès, ce projet. La conduite du projet sera ensuite modifiée si, grâce à cette évaluation, on va pouvoir modifier effectivement l'ensemble de ces projets, puisque l'idée c'est de mettre en place et ensuite de faire vivre pour mesurer les écarts par rapport à l'objectif et d'amener une certaine évolution de ce projet. Pour terminer, dans cette 10e étape, il faut, c'est un petit peu ce que je viens de dire, réajuster le benchmarking. On va parler de feedback, on va dire, sur la méthode utilisée, revenir sur la méthode utilisée. Cela permet de réaliser des actions de correction, correctives, pour rentrer dans la nouvelle démarche, pour utiliser l'outil benchmarking, faire des allers-retours, c'est toujours intéressant. Vous avez des méthodes, c'est-à-dire un questionnaire
du type suivant, c'est-à-dire on va voir ensemble, qui facilite la réalisation du réajustement, à savoir la compréhension donc, du processus du benchmarking, l'importance et la valeur du benchmarking, le processus des 10 étapes est-il compris par une partie, un service, donc l'organisation, le benchmarking a-t-il un intérêt? Alors là, on a des surprises, effectivement. Les objectifs, surtout, il faut communiquer sur les objectifs, parce que sans communiquer sur l'objectif, le benchmarking n'a aucun intérêt, les salariés ne vont pas adhérer donc, au projet. Les objectifs tirés du référentiel du benchmarking sont-ils réalistes, par rapport aux opérationnels, qui eux ont une vision assez objective donc, de leur travail? Où et comment peut-on améliorer ce benchmarking? Alors, c'est dire une volonté de participation des salariés et que voudrez-vous savoir de plus sur le benchmarking? Bon voilà. Donc on a vu effectivement qu'il existait une obligation de réajuster la méthode donc de départ pour pouvoir faire vivre donc ce projet, cette volonté. Donc ce n'est pas il ne faut pas faire preuve d'autoritarisme, si vous voulez, par rapport à la méthode, mais surtout éviter de sauter les différentes étapes, puisque là, on a vu à peu près une dizaine d'étapes nécessaires à la mise en place de nouvel type d'organisation. Alors, ça peut être une organisation complète ou ça peut être une partie de l'organisation, sachant que, si vous voulez, il faut toujours faire un réajustement parce qu'il faut mesurer les écarts existants entre ce qu'on a voulu réaliser et ce qui réalise donc réellement.